d'écrire Je reste avec vous, conte initiatique. Je reste avec vous, c'est un texte qui a été écrit sur la tombe de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. Alors, pourquoi reprendre ce texte comme titre de votre ouvrage? C'est pour une attirance très forte et un amour très fort pour Jean Cocteau que je n'ai pas connu. Il est mort quand je suis arrivé à Paris, voilà, ça lui apprendra. Et j'aime beaucoup son cinéma, très exactement. Et je reste avec vous, ben oui, c'est en son honneur. D'ailleurs, il y a une autre dédicace, hein, c'est à Jean Cocteau et à un autre personnage qui s'appelle Hermann Hesse. D'accord. Alors, le livre est signé Agalmar et Bernard Couzel serait son scribe. J'aimerais bien savoir qui est cet Agalmar. Eh bien, moi aussi. Alors, on reste toujours dans Cocteau, puisque Cocteau dit qu'on a à l'intérieur de soi un être, un ange, etc. Et que quant à lui, il a désiré mettre, c'est une expression de lui, hein, mettre sa nuit en plein jour. Alors, c'est une espèce de striptease, il emploie le mot lui-même, hein, qui consiste à retirer son corps pour montrer son âme toute nue. C'est de lui. Alors, Agalmar, c'est un personnage, c'est d'abord mon nom d'écrivain ésotérique, pour ne pas dire secret, mais qui existe depuis très très longtemps. Alors, dans votre prologue, on parle de pierre d'agate et de glande pinéale. Et je me demandais si Agalmar n'avait pas été au moins chevalier de Royal Arch au rite écossais et s'il n'avait pas étudié le degré 6 médical chez les Rosicruciens. Ben, Agalmar, n'importe comment, Agalmar, il est tous les degrés, hein, puisque c'est mon être intérieur, donc il transcende le temps et il transcende l'espace. Mais en effet, je dois dire que pour l'histoire de la pierre d'agate, il y a en effet une référence à un degré du REAA. Quant à la pinéale, ce n'est pas la peine d'être rosicrucien pour connaître et pour travailler sur la pinéale. On passe au conte du vieux scribe nu, qui est le premier des 5 contes. On y parle de Akhenaton, pharaon qui a révolutionné avec le monothéisme. Il voit ou il fait voir aux scribes nus des choses étranges, des chambres secrètes au haut de la pyramide de Khéops. Dites-moi un peu plus là-dessus. C'est pas au haut de la pyramide de Khéops, c'est en dessous. C'est en dessous. Il y a un détail où Agalmar doit dire que nous descendons en dessous des pattes du Sphinx dans un temple. Voilà. Donc, c'est pas au-dessus, c'est en dessous. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une chambre secrète en haut qui était inaccessible. On le dit, mais je ne crois pas que Agalmar parle de ça. Oui, je sais, tous les 8 jours, il y a une découverte sur les pyramides d'Égypte. Bon, et là, là c'est plutôt de l'actualité que de l'agalmarisme. Oui, il paraît qu'il y a une... Alors pour moi, cette pièce secrète, eh bien, c'est très pratique pour les maîtres réalisés, pour faire une réunion psychique tranquille, sans être embêtés par tout le monde moderne, les journalistes, etc. Là, ils sont dans leur chambre, là, ils sont tranquilles. Mais c'est pas de l'agalmarisme. C'est de l'ésotérisme. Ah oui, c'est de l'ésotérisme, oui. Changeons un peu de lieu. Nous sommes avec Faustus I et Faustus II. Le héros, qui était un vagabond recueilli par un homme en noir avec une croix pâtée rouge, se retrouve finalement convié à une initiation martiniste.
Et le souverain grand commandeur de l'ordre des trois mondes lui fait un discours avec une phrase que j'aimerais que vous m'explicitiez. Il dit « Le temps, c'est la conscience en voyage ». J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. Volontiers, mais je veux préciser quelque chose avant. Il ne faut pas oublier que c'est Agalmar qui écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, et c'est entièrement vrai, tout ça, c'est en écriture automatique. J'ai écrit ça il y a 30 ans. Donc, le conte auquel vous faites allusion, Faustus I, est celui qui a été le plus écrit automatiquement. Je regardais où allait aller ma plume, je n'en avais aucune idée. Alors maintenant, le temps en voyage, oui, la conscience, le temps en voyage, mais c'est développé dans Faustus II. Nous vivons, et puis Cocteau pensait ça aussi, mais je ne suis pas ni un disciple ni un fanatique. Nous vivons sur plusieurs plans en même temps. Passons à Wagner, Richard Wagner. Alors, on est sur son lit de mort et on lit dans le conte de Richard Wagner, on lit un discours d'outre-tombe où il regarde ceux qui font de la bonne musique et ceux qui font de la moins bonne musique. Et il dit qu'il a eu une illumination christique et bouddhique. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, oui, c'est exact. Alors, le mot illumination, bon, c'est un mot classique quand même, mais christique et bouddhique, ben, c'est évident. On fait abstraction du personnage civil qui n'était en effet, qui a une mauvaise réputation. Bon, mais il a quand même écrit Lohengrin, le chevalier du Graal, le fils de Perceval, et il a écrit Parsifal. Donc il y a une inspiration christique évidente. Ensuite, pour le bouddhisme, eh bien, il avait l'intention d'écrire un drame bouddhique qui s'appellerait, qui se serait appelé Les Vainqueurs. Mais il n'est pas allé plus loin. Mais je ferai remarquer que dans Parsifal, il y a une petite touche à la réincarnation. Quand on prend le personnage de Kundry, il est bien précisé que Kundry est la réincarnation d'une dénommée Grundige et d'une autre plus célèbre et plus légère dont le nom m'échappe. Sans dévoiler tout, mais pour donner un peu soif à nos lecteurs, il faut savoir que le rêve de Léonard de Vinci, c'est quand même un conte qui frise la science-fiction. Parce qu'il y a énormément de choses vraies et il y a un final qui est somptueux. Léonard de Vinci avait un oratoire secret que même le roi ne connaissait pas. Que se passait-il dans cet oratoire? Je l'apprends. Très franchement, je l'apprends. Bon. Mais c'est normal, puisque Agalmar est au-delà du temps et de l'espace, ben il a dû trouver ça tout seul comme un grand. Oui, il y a beaucoup de choses réelles dans le conte de Léonard de Vinci. Oui, il y a un côté cosmique, tout à fait. C'est très clairement dit dans le conte. Léonard de Vinci se mettait en méditation devant le miroir qui lui avait été offert par le comte de Sforza et il se mettait en syntonie, en harmonie avec la Joconde. Et lors d'une de ces mises en harmonie est arrivée une apparition assez extraordinaire. Melchisédek. Melchisédek. Ouais. Casqué comme un extraterrestre. Oui. J'en dis pas plus, on n'en dira pas plus. Est-ce que vous avez remarqué l'importance de la Lune? Dans tous les contes, il y a la Lune.
et dans tous les contes, on se réunit au centre d'un cercle lunaire. Et donc, il y a l'importance de cet astre, et il y a l'importance du miroir. Je vais le mettre d'ailleurs, la dernière page est à l'envers. Il faut la regarder dans un miroir. Exactement. Et Et là, passer- on n'en dira pas plus, parce que Voilà. c'est en travaillant au miroir que le lecteur fera une boucle, mais je n'en dirai pas plus parce que c'est un grand mystère. Et il est vrai que les alchimistes écrivaient souvent en miroir. Oui, et il paraît que Léonard de Vinci était ambidextre, c'est-à-dire qu'il écrivait à la fois de droite à gauche, à la fois de gauche à droite, à la fois de la main droite et à la fois de la main gauche. L'ordre des contes vient, c'est Agalmar, l'ordre des contes, hein, c'est pas Bernard, hein, c'est Agalmar. Hein. Je voulais simplement dire qu'il fallait que les lecteurs soient vigilants et fassent un petit peu des enquêtes à la Sherlock Holmes pour passer des symboles aux contes et des contes aux symboles. Il y a beaucoup de liaisons initiatiques dans tous les sens, mais ça s'est fait comme ça tout seul, hein, ça s'est pas fait en une nuit non plus, mais ça s'est fait comme ça tout seul. Très bien. Eh bien, merci aux poètes, merci à l'initié, merci aux francs-maçons d'avoir écrit ces contes et à très bientôt, puisqu'on verra l'adresse où se procurer cet ouvrage.